Alors, bonjour sur cette nouvelle vidéo et également dans ce nouveau décor. Alors, aujourd'hui, il sera question de féminisme et de certaines critiques féministes adressées aux conceptions de la justice au sein de l'espace public. Alors, vu un enthousiasme parfois passionné que j'ai pu avoir par exemple avec Ryan, Yacine et Rally de la TS9 lorsque j'ai parlé des 3 vagues féministes, ou bien de Meriem de la TES2 lorsque j'ai évoqué que pour Simone de Beauvoir, l'instinct maternel n'est pas quelque chose de naturel. Donc suite à votre intérêt passionné pour ces questions féministes, je voulais parler aujourd'hui de Nancy Fraser, qui est l'une des intellectuelles importantes aujourd'hui à adresser une critique féministe de gauche aux logiques néo-capitalistes qu'elle considère être comme incompatibles avec la démocratie. Et donc, vous parlez de 2 textes de Nancy Fraser où il est question de réflexion sur la justice dans l'espace public. Alors le premier texte de Nancy Fraser s'appelle « Repenser l'espace public, une contribution à la critique de la démocratie réellement existante » et il a été publié dans un livre collectif dirigé par Emmanuel, que je ne me trompe pas, que je ne dise pas de bêtises, oui, un livre collectif dirigé par Emmanuel Renaud et Yves Saint-Omer où on est la critique, publié en 2003. Voilà. Oui, ça fait partie de mon style, les notes, et là, vous ne le voyez pas, mais j'ai d'autres notes sous les yeux. Bon, j'en ai un peu partout, des notes, bon bref, vous vous en fichez. Continuons le cours. Donc, dans ce texte, Nancy Fraser s'interroge donc sur les rapports complexes entre d'un côté les systèmes capitalistes ou néolibéraux, et de l'autre côté, la démocratie et notamment ses institutions, mais aussi ses valeurs. Et elle en conclut qu'il y a quand même de grandes incompatibilités entre les logiques néolibérales et les valeurs démocratiques. Et c'est là où la notion d'espace public est importante pour elle. Alors la notion d'espace public, quand Nancy Fraser l'utilise, en fait, c'est un dialogue avec le philosophe Jürgen Habermas, qui avait publié, je vous en ai parlé dans la vidéo sur Kant, Jürgen Habermas qui avait publié en 1962 son livre sur l'espace public, et plus précisément la naissance de l'espace public bourgeois en Europe et notamment dans la France des Lumières à la fin du XVIIIe, cet espace public bourgeois constitué des discussions de gens lettrés dans les salons qui, à un moment, faisaient un usage public de leur raison pour débattre d'affaires politiques. Pour Jürgen Habermas, qu'est-ce qui caractérise l'espace public? Eh bien, c'est qu'il s'agit d'une sphère distincte de l'État, occupée par la pluralité de la société civile et qui délibère publiquement sur les affaires politiques dont elle est partie prenante. Le but est d'arriver à un consensus, nous dit Habermas, qui ne soit pas un compromis, et surtout dans cet espace public démocratique menacé au XXe siècle par les logiques consuméristes, par les logiques de communication de masse et les logiques d'acclamation, etc. Mais dans cet espace public démocratique, il doit y avoir une égalité absolue. Et il doit y avoir un accès également égal à cet espace public dans lequel on délibère tous des affaires de la cité et dans lequel on va parvenir à un consensus, un accord qui ne soit pas un compromis ou une compromission. Alors les objectifs et les ambitions démocratiques d'Habermas sont très très louables. Toutefois, Nancy Fraser émet quelques réserves à son sujet, et notamment aux conceptions de la justice qui pourrait exister dans cet espace public et qu'elle qualifie quand même de très androcentré et de très masculinisé. Alors Nancy Fraser ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, elle dit que l'espace public est indispensable à une théorie critique de la société et aux pratiques politiques démocratiques. Du coup,
elle se demande comment est-ce qu'on pourrait avoir un espace public qui soit distinct du modèle libéral et penser à une conception post-bourgeoise de l'espace public. Parce que l'espace public tel qu'il existe aujourd'hui, nous dit Nancy Fraser, repose quand même sacrément sur l'exclusion de minorités ethniques, des femmes et de certaines classes sociales. Donc comment est-ce qu'on pourrait penser, vous voyez, une juste présence de chacun dans les espaces publics démocratiques? Donc Nancy Fraser nous dit que l'espace public qui est censé être, selon Habermas, un lieu accessible à tous, s'avère être en réalité un lieu d'exclusion de certaines minorités ethniques, de certaines classes sociales et des femmes. Alors elle dit ça, page 108-109 de l'article, et elle cite Bourdieu, c'est intéressant. Elle dit qu'effectivement, il y a eu une volonté d'expression critique au sein de l'espace public, mais qui s'est accompagnée de processus d'exclusion ou de ce que Bourdieu appelle la distinction. Je cite le texte de Nancy Fraser. C'est ainsi que l'élaboration d'une culture distinctive de la société civile et d'un espace public associé se trouva impliquée dans le processus de formation de la classe bourgeoise. Là, on est au XVIIIe, en Europe. Ces pratiques et son ethos furent des marqueurs de distinction au sens de Bourdieu, des moyens de définir une élite émergente, de la distinguer d'une part des anciennes élites aristocratiques qu'elle était résolue à supplanter, et d'autre part des différentes couches populaires et plébéennes qu'elle aspirait à dominer. Et Nancy Fraser donc avance la thèse qui est la sienne dans cet article, je cite. La relation entre la publicité et le statut est plus complexe qu'Habermas ne le laisse entendre et qu'il ne suffit pas d'affirmer qu'une arène de discussion est un espace où les statuts sociaux existants sont mis entre parenthèses et neutralisés pour qu'il en soit ainsi. Il y a des problèmes de hiérarchie et d'inégalité de statut dans cet espace public démocratique où tout le monde est censé être intégré. Et là, ça remet quand même sacrément en cause le modèle de voile d'ignorance de John Rawls et toutes les suppositions hypothétiques d'un État qui puisse être égalitaire. Pour Nancy Fraser, ce qui constitue la réalité empirique de cet espace public, c'est des hiérarchies et des inégalités. Et du coup, ce qui intéresse beaucoup Nancy Fraser, c'est l'existence de contre-publics au public bourgeois, des contre-publics de femmes, notamment y compris de femmes élites, des contre-publics constitués par la classe ouvrière. Et Nancy Fraser donc interpelle Habermas en lui rappelant qu'il y a quand même une dimension conflictuelle qui existe dans l'espace public. Alors quand elle dit conflictuelle, c'est pas du tout au sens de Carl Schmitt qui définit le politique à partir du critère de l'ami et de l'ennemi. Nancy Fraser se situe beaucoup plus dans le courant de gauche. Elle est inspirée par des auteurs tels que Marx, des auteurs tels que par Axel Honneth et la théorie de la reconnaissance, par Foucault également. Et elle n'est pas du tout dans les logiques schmittiennes, mais elle rappelle quand même qu'il y a une dimension conflictuelle dans l'espace public. Vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, au moins 5 ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous? Oui, le groupe il a tenu ses promesses On d'investissement. ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, Voilà. Écoutez, non, mais c'est sans appel. La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. Dans la Constitution est inscrit la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Une entreprise qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Ça veut dire qu'on a un PDG qui a dit à un ministre « Allez vous faire foutre, moi je fais ce que je veux ». Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés? On sent personne dehors. C'est des familles entières.
des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole? Je me bats pour un chat. Et là, il faut s'interroger, là, il faut questionner la théorie d'Habermas sur l'espace public en se demandant, est-ce que l'espace public, c'est un instrument de domination ou est-ce que c'est un idéal d'utopie? Et là, Nancy Fraser est nuancée et nous dit que c'est quand même un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a, elle nous dit ça aux pages 112, voilà que je retrouve ça sous les yeux, elle nous dit ça dans les pages 112 et suivantes, où dans cet espace public, effectivement, il y a cette volonté d'exprimer publiquement la critique, mais le problème c'est qu'on fait comme si on était égaux. Faire comme si on était égaux, ça veut dire justement qu'on ne l'est pas vraiment, on fait comme si. Comme si, voilà, là par exemple je me prenais pour un grand comédien alors que je ne suis qu'un prof de philo. Mais je fais comme si j'étais un grand comédien et que voilà, je jouais mon rôle avec talent. Je fais comme si. Bon, avec la pointe d'humour en plus, c'était censé vous faire rire ça. Alors je reviens là où j'en étais. Et donc Nancy, alors voilà que bon, j'ai tout mélangé, c'est pas grave. Donc Nancy Fraser là interroge Habermas donc là-dessus sur le problème de quand il dit que l'espace public c'est un espace accessible à tous et que chacun peut exprimer son point de vue. Nancy Fraser dit en fait on fait comme si il était accessible à tous et on fait comme si il était égaux. Comme si on était tous égaux. Voilà, en théorie c'est censé être comme ça, mais dans la pratique il y a des inégalités et des hiérarchies. Deuxième critique qu'elle adresse à Habermas, et c'est là où il y a encore voilà, une autre injustice dans l'espace public, eh bien, c'est que la délibération à laquelle Habermas croit, dont Habermas souligne les vertus, la délibération censée aboutir au consensus, eh bien, Nancy Fraser se rend compte que, elle affirme que la délibération peut également servir de masque à la domination, et notamment, elle transforme le jeu JE des dominants en un nous censé englober des dominés à qui on donne l'illusion de participer aux délibérations. Là, on pourrait voir tous les travaux de Bourdieu, qui remet en cause aussi cette vision utopique d'Habermas et qui rappelle que le champ politique est un champ constitué des rapports de force entre dominants et dominés, et que être dominé dans le champ politique, c'est justement être dépossédé de ses capitaux culturels permettant d'avoir accès aux connaissances politiques et de s'y positionner tel que l'entend Habermas. Ce n'est pas du tout le cas de nombreuses catégories sociales dans les démocraties. De ce point de vue-là, la deuxième critique, car la délibération sert à masquer la domination, montre bien qu'il y a des problèmes d'injustice dans cet espace public. Première critique, on fait comme si on était égaux. Deuxième critique, on fait comme si la délibération allait tout régler. Non, la délibération peut cacher des processus réels de domination, notamment chez des catégories d'acteurs qui sont dépossédés des capitaux culturels qui leur permettraient d'être partie prenante justement dans la délibération et de ne pas rejoindre et cautionner passivement le point de vue des dominants qui finit toujours par s'imposer dans la délibération. Voilà. Donc pour Nancy Fraser, et termine son article là-dessus, il faut être attentif à la constitution des contre-publics qui émergent dans l'espace public. Elle dit ça, page 119 et suivant, je cite, les contre-publics subalternes qui sont toujours obligatoirement... voilà, je précise que mon propos n'est pas d'insinuer que les contre-publics subalternes sont toujours obligatoirement vertueux. En effet, certains d'entre eux sont malheureusement explicitement antidémocratiques et anti-égalitaires, et même ceux qui sont animés d'intentions démocratiques et égalitaires ne sont pas épargnés par des modes spécifiques d'exclusion ou de marginalisation. Toutefois, elle rappelle que c'est quand même l'existence de certains contre-publics, donc qui ne font pas partie de ceux que je viens de citer à l'instant, c'est quand même l'existence de certains contre-publics qui permet d'élargir l'espace discursif
et d'y faire rentrer justement des catégories qui en avaient été marginalisées jusque-là. Alors c'est sur cela que Nancy Fraser va revenir dans certains textes du livre que je voudrais vous lire. C'est le deuxième, on va dire, le deuxième texte que je vais utiliser de Nancy Fraser. C'est un ouvrage collectif qui s'appelle « Le féminisme en mouvement des années 1960 à l'ère néolibérale ». Alors le temps que je range tous mes papiers là, et je reviens pour la deuxième partie